Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Bienvenue dans votre édition de Rabat. Après le premier journal de cette édition, vous retrouverez le dossier du jour. Ce soir, nous parlerons de la Semaine africaine des sciences qui est pour la première fois organisée au Maroc. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Next Einstein Forum sous égide de l'Institut panafricain des sciences dont l'objectif est de former les futurs technologues en engageant les jeunes dans des activités scientifiques. Et c'est l'ambassadeur du Next Einstein Forum au Maroc, Abslam Badr, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous en parler. Et puis en fin d'édition, dans le rendez-vous culture, nous parlerons du dernier ouvrage de l'islamologue et écrivain Rachid Benzine que nous avons reçu il y a quelques jours. Finalement, il y a quoi dans le Coran? C'est le titre de cet ouvrage co-signé avec le comédien belge Ismail Saïdi et qui répond par l'approche historique aux questions sensibles et polémiques sur l'islam. Mais tout de suite, place à la première édition du journal avec Manal El-Akhdari. Bonsoir Manal. Bonsoir Hanan, bienvenue à tous dans Afrique Soir. Heureuse de vous accompagner dans ce carrefour d'informations. On commence avec la première édition du journal. Voici les titres. À la une de l'actualité, la Cour d'appel de La Haye a enfin rendu son verdict. L'État néerlandais a été reconnu aujourd'hui partiellement responsable du décès de 350 musulmans. C'était lors du massacre de Srebrenica en 1995 en Bosnie. Le point dans un instant. Et puis, multimédia dans cette édition, Google est épinglé par la Commission européenne. Bruxelles a infligé une amende record de 2,42 milliards d'euros au géant américain. Les détails dans ce journal. Et au Maroc, on vous fera découvrir le lac d'Aïtsaroumi à quelques kilomètres de l'Khmissat pour fuir la forte chaleur. Certains habitants optent pour ce lac naturel de 100 hectares. Reportage à suivre dans quelques minutes. Ça y est, le verdict est tombé. L'État néerlandais est reconnu partiellement responsable du décès de 350 musulmans. C'était lors du massacre de Srebrenica en 1995 en Bosnie. Il devrait verser, ou l'État néerlandais justement devrait verser des compensations financières pour les dommages subis par les familles des victimes. Selon la Cour d'appel de La Haye, c'est un moment très attendu par plusieurs familles. Salma Saïdi pour les précisions. En 1995, environ 8000 Bosniaques, hommes et garçons musulmans, ont péri lors du génocide perpétré contre les musulmans de Bosnie. Le jugement de la Cour d'appel de La Haye aujourd'hui ne porte que sur 300 d'entre eux. Ces personnes avaient été expulsées d'une base néerlandaise vers le secteur de Srebrenica, dans l'est de la Bosnie, tout juste conquis par les troupes bosno-serbes. Les troupes néerlandaises connues sous le nom de Deutschbat, retranchées dans leur base, avaient accueilli des milliers de réfugiés dans l'enclave des Nations Unies. Les submergés, ils avaient d'abord fermé les portes aux nouveaux arrivants, puis permis aux Serbes de Bosnie d'évacuer les réfugiés. Les hommes et les garçons avaient alors été séparés et mis dans des bus. Les Deutschbat supportaient les Serbes à cause de leur pouvoir d'armes. Nous ne leur pardonnerons jamais. La présidente de la Cour de La Haye explique que les casques bleus néerlandais avaient facilité la séparation de ces hommes et de ces garçons et qu'ils auraient dû les prévenir des risques qu'ils couraient. Les casques bleus néerlandais savaient qu'il y avait un risque réel, que ces personnes subissent un traitement inhumain ou qu'ils soient exécutés par les Serbes de Bosnie. L'État néerlandais avait fait appel du verdict en disant que personne n'aurait pu prévoir un génocide. Aux Pays-Bas, le rôle des anciens casques bleus néerlandais continue de susciter la controverse. Plus de 200 d'entre eux demandent également des dommages et intérêts au gouvernement pour les avoir envoyés à Srebrenica, remplir une mission irréaliste dans des conditions impossibles selon les mots prononcés par le ministre de la Défense. On ouvre à présent le dossier syrien. Raid aérien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis a tué 57 personnes dans une prison de Daesh en Syrie, à Mayadine dans la province de Deir ez-Zor. Ces derniers mois, la coalition internationale bombarde l'EI en Syrie et en Irak voisin, mais a été impliquée dans des confrontations avec les troupes du président Bachar al-Assad. Beaucoup craignent alors une escalade militaire avec le régime syrien dans un conflit très compliqué
complexe. Pour Washington, le groupe extrémiste est la seule cible dans le pays en guerre, mais la Maison-Blanche accuse dans le même temps le régime al-Assad de préparer une potentielle attaque chimique et la menacer de représailles. Selon le Pentagone, cet avertissement est motivé par une activité suspecte sur la base aérienne syrienne d'où était partie une précédente attaque en avril dernier. Au Niger, maintenant, 24 migrants ouest-africains l'ont échappé belle, abandonnés par leurs passeurs sur la route de l'Europe via la Libye. L'armée nigérienne les a secourus dimanche en plein désert du nord du pays. Les rescapés ont affirmé avoir été 70 migrants à avoir embarqué à bord de 3 véhicules à partir d'Agadez pour la Libye. Ils ont dit avoir laissé des corps de leurs compagnons de voyage morts, mais sans être en mesure de préciser le nombre. Selon une source préfectorale, des recherches effectuées par les forces de défense et de sécurité ont permis de découvrir une seule tombe à côté de laquelle ils ont trouvé une carte d'identité d'un étudiant du Nigeria. Début juin dernier, 44 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région d'Agadez, sur la route menant à la Libye voisine. Et justement, le gouvernement du Niger a lancé depuis le début de ce mois une vaste campagne de lutte contre les passeurs de migrants clandestins. Le 15 juin courant, le ministre de l'Intérieur nigérien s'adressait à un groupe de migrants abandonnés dans le désert par des trafiquants. On l'écoute. Ce désert-là, c'est plein de corps de migrants. C'est plein de corps de migrants. Est-ce que ça vaut la peine? Non, c'est pas bien. C'est des dangers partout, partout c'est des dangers. Ici, avant que vous sortiez, nous on va vous ramener. Vous allez retenter, ils vont vous abandonner, vous allez mourir. Vous renoncez, vous allez mourir. Vous n'avez pas deux vies, attention, vous n'en avez qu'une seule. Et c'est pour la vie que vous partez. Ce désert-là, les mesures que nous avons prises, les mesures qu'ont prises les Libyens, on va vous traiter en esclave. Vous allez disparaître. Il y a combien? On vient de découvrir aujourd'hui des cadavres d'il y a 2 ans. On a vu sur leur papier. Nous, on ne permettra pas. Le gars qui vous a déposé, c'est parce que c'est que nous, on va l'arrêter devant. C'est parce que c'est qu'on va l'arrêter. Et lui, il fait la prison. Nous avons 100 et quelques qui sont en prison. Les passeurs, là. Pour plus de détails sur cet incident, je vous propose d'écouter Florence Kinilé, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations. Extrêmement difficile à contrôler par les autorités nigériennes. C'est une véritable autoroute de la mort pour ces milliers de personnes candidates à la migration. Et sur ces autoroutes, bien évidemment, on y trouve des passeurs qui conduisent de gros pick-up qui peuvent tenir une trentaine de personnes. On retrouve parfois des corps desséchés d'hommes, de femmes ou d'enfants. Alors bien évidemment que le nombre de morts exact est impossible à déterminer et que les corps sont rarement identifiés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces passeurs peuvent être de vrais professionnels au bout d'une chaîne d'organisation criminelle très bien établie dans le pays, mais ça peut être également le fait de villageois qui, juridiquement, effectivement, pourraient être qualifiés de passeurs, mais qui sont bien loin d'avoir le même mode opératoire que ceux qui agissent sans scrupules et qui sont prêts à extorquer, à voler et à abandonner des enfants dans le désert. Immigration toujours, plus de 8000 migrants ont été secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée dans les eaux en face de la Libye, selon des gardes-côtes. Hier, environ 5000 personnes ont été secourues. Elles se trouvaient à bord de 4 embarcations plus importantes, une plus petite et 18 canots pneumatiques. C'est ce qu'a précisé un porte-parole des gardes-côtes. Du côté de l'Espagne, un navire de la garde civile a secouru 133 personnes et sachez que la météo favorise ces départs massifs de migrants qui compliquent fortement les secours. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, 2005 personnes sont mortes ou sont portées disparues depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. Et l'immigration sera d'ailleurs au cœur des discussions de la 34e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine, la COREP. L'événement s'est ouvert aujourd'hui. Des représentants des pays membres de l'UA prennent part à l'événement. À l'ordre du jour, de nombreuses questions liées notamment à la réforme de l'Union et les crises qui secouent le continent. C'est un reportage de notre correspondant Addis Abeba, Hicham Alaoui.
C'est au siège de l'Union africaine à Addis Abeba que le comité des représentants permanents de l'UA a débuté les travaux de sa 34e session ordinaire avec la participation des États membres de l'organisation panafricaine, y compris le Maroc, qui vient de rejoindre sa place dans le Cénacle africain en janvier dernier. L'ordre du jour de cette session sera centré à juste titre sur la préparation de la tenue imminente du Conseil exécutif et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. L'un des principaux sujets à examiner sera la réforme de l'Union africaine, dont le suivi et la mise en œuvre a été confié solidairement au président du Rwanda, Paul Kagame, du Tchad, Idriss Déby, et de la Guinée, Alpha Condé. Le COREP aurait inscrit à l'ordre du jour de la conférence juste les questions stratégiques, le thème de l'année, la paix et la sécurité. Donc, ça sera les grandes questions qui vont être débattues. Maintenant, dans les questions stratégiques, il y a la réforme de l'institution. Et comme vous le savez, cette réforme a été confiée par les chefs d'État au président Paul Kagame. La violence renouvelée au Soudan du Sud et les situations en Libye, au Mali, en République centrafricaine, au Burundi, dans les régions soudanaises du Darfour et en Somalie seront parmi les questions urgentes à évoquer lors de cette session ordinaire du COREP. De même, la migration, notamment en direction de l'Europe et du Moyen-Orient, et les tragédies dont elles s'accompagnent figureront en bonne place dans les délibérations de cette session. Le COREP devra également finaliser l'étude sur l'évaluation des partenariats stratégiques de l'UA et de la présenter aux organes délibérants. Hicham Alaoui, Midi 1 TV, Addis Abeba. C'est une mauvaise nouvelle pour plusieurs pays. Une nouvelle attaque informatique est en cours de propagation. Un nouveau virus se déchaîne sur le web. L'Ukraine, la Russie, mais aussi la France font partie des pays les plus touchés. L'attaque bloque les ordinateurs contaminés et exige une rançon. Le programme malveillant semble procéder de la même manière que son prédécesseur, OneCry. Il infecte les ordinateurs et condamne les autres terminaux qui y sont connectés en exploitant le même type de faille. Un message demandant un virement de $300 s'affiche à l'écran, empêchant toute interaction avec le PC. Dans le reste de l'actualité, en Europe, Bruxelles a infligé une amende record de 2,42 milliards d'euros à Google. Selon la Commission européenne, le géant américain de la technologie a profité de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche. Il aurait attribué un avantage illégal à son comparateur Google Shopping. Pour en parler, on part à Bruxelles où nous attend notre correspondant Tarek Labi. Bonsoir Tarek. Bonsoir Manel. Alors Bruxelles accuse Google d'abus de position dominante. On l'a dit, c'est une nouvelle sanction à l'encontre de firmes américaines qui risquent de déplaire vivement au président Donald Trump. Quelle est votre lecture de la décision de l'exécutif européen ? Alors c'est une amende record qui a été infligée à Google. Vous l'avez dit, la somme est astronomique, 2,4 milliards d'euros. Après 7 longues années d'enquête, la Commission européenne a donc sorti le carton rouge, la dernière amende européenne record pour ce type d'enquête, un peu plus d'1 milliard d'euros, qui avait été prononcée en 2009 et visait Intel, le géant américain des semi-conducteurs. Cette fois, la Commission européenne accuse Google, vous l'avez dit, d'abus de position dominante dans la recherche en ligne, et c'est le service en ligne Google Shopping, un comparateur de prix, qui a été ciblé par les services de la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. L'énergique danoise avait d'ailleurs adressé un acte formel d'accusation à l'encontre du géant californien le 15 avril 2015. Google qui a lancé des produits qui ont réellement modifié nos vies, mais dans le cas qui nous préoccupe, Google a abusé de sa position dominante en promouvant son propre service de comparateur de prix. C'est illégal au regard des règles européennes antitrust, a estimé Margrethe Vestager. C'était peu avant midi. Aujourd'hui, la Commission européenne précise également que Google a introduit cette pratique dans les 13 pays de l'espace économique européen. En d'autres termes, l'amende a été calculée sur la base de la valeur des recettes que Google réalise grâce à son service de comparaison de prix dans 13 pays, ce qui explique en partie le montant très important de l'amende infligée. À noter que Google Manel a réagi à cette annonce en faisant part, je cite, de son désaccord respectueux et envisage un appel devant la Cour de justice européenne.
Tariq, ce n'est pas la première fois que Google est pointé du doigt par Bruxelles. Le groupe est visé par 2 autres actes d'accusation de la Commission européenne, n'est-ce pas? Effectivement, Manel, la première concerne la plateforme publicitaire de Google, AdSense, la seconde son système d'exploitation Android, et ces dernières n'ont pas encore abouti. Il faut savoir que l'annonce du jour concerne une enquête qui remonte déjà en fait à 2010, après des plaintes déposées auprès de Bruxelles par des rivaux de Google, comme l'américain TripAdvisor ou encore le comparateur de prix français Twenga. Et après des années d'enquête, la Commission européenne a finalement adressé il y a 2 ans une communication des griefs à Google, l'équivalent d'un acte d'accusation dans le jargon bruxellois. Le géant de l'Internet s'est à chaque fois défendu en affirmant que Google Shopping était surtout un service d'annonce publicitaire, une justification qui n'a pas suffi selon Bruxelles et qui a donc tranché ce matin, jugeant que Google ne respectait pas les normes en vigueur. Au-delà de la somme de 2,4 milliards d'euros que devra payer Google, cette affaire risque en tout cas d'accentuer les tensions entre Bruxelles et Washington, des tensions déjà très tendues depuis l'arrivée de l'imprévisible Trump à la Maison-Blanche. Comment réagira le président américain alors que du temps d'Obama, l'administration de Washington n'hésitait déjà pas à accuser l'Europe de protectionnisme? La commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, ne se pose même pas la question. Elle démontre encore une fois qu'elle n'a pas froid aux œufs. Mais cette annonce tombe également à quelques jours d'une importante réunion, le G20, qui doit se tenir dans moins de 2 semaines à Hambourg. Enfin, la Commission européenne en est très claire. Peu importe le contexte politique ou la nationalité d'une firme, ceux qui ne respectent pas les normes en vigueur doivent payer. Vous l'avez donc compris, Manel. Le mot d'ordre à retenir est très simple. Duralex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci beaucoup Tariq Labi pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles. Et on quitte l'Europe pour l'Afrique, on va au Maroc et plus exactement à Al Hoceima. Un groupe d'individus ont procédé hier à des actes de provocation et des jets de pierre à l'encontre des forces de l'ordre, causant ainsi des blessures à différents degrés à 39 éléments de ces forces, ce qui a nécessité leur transfert à l'hôpital pour recevoir les soins selon des autorités locales. Toujours selon la même source, ces individus se sont également attaqués au service des urgences de l'hôpital provincial, causant des dégâts matériels à ses dépendances et à l'une des ambulances qui transportaient 2 éléments blessés des forces de l'ordre. Dans la région d'Aït-Youssef-Ouali, un groupe d'individus ont détruit un véhicule de service, des autorités locales faisant état de l'arrestation de 3 individus. Ils ont lancé des bombes lacrymogènes contre des éléments de la gendarmerie à Ajdir. Au Maroc, toujours, on vous emmène maintenant à Deit Roumi, pas loin de l'Khmissat. C'est un lac naturel de 100 hectares, non aménagé pour la baignade. Mais avec la forte chaleur et le manque de points d'eau, certains habitants n'hésitent pas à plonger dans le lac. Reportage de Sahar Oumimoun sur un récit de Férouz Bentalb. Avec les températures insoutenables de l'été, rien de mieux que de se détendre à la mer. Sauf que l'inexistence d'installations de loisirs et de détente dans la région de Khmissat pousse ses habitants en direction de Deit Roumi. Deit Roumi est la seule station balnéaire de la ville, malgré le mystère qui l'entoure. En effet, des dizaines de jeunes y sont morts noyés, ce qui la rend dangereuse et inhabile en matière d'installation de sécurité et de divertissement. Nous venons ici car c'est le seul endroit à la portée des gens de la région, contrairement à la mer qui se trouve beaucoup plus loin. Sous des températures avoisinant les 40 degrés, quelques familles de la région essaient de s'acclimater et sont continuellement à la recherche de sources de fraîcheur et de divertissement. Dans la plupart des maisons, les familles s'équipent de radiateurs pour contrer la chaleur étouffante, parfois sans succès. La chaleur à Khmissat dépasse les 40 degrés des fois. Nous manquons cruellement d'espaces verts et d'installations publiques pour nous rafraîchir et nous divertir. En effet, Khmissat est l'une des villes marocaines qui connaît des températures élevées en été. La ville est pauvre en matière d'infrastructures relatives à l'environnement et aux loisirs. Entre la chaleur et le manque d'installations publiques, les habitants de la ville de Khmissat vivent un calvaire continu en attendant des solutions alternatives au niveau, par exemple, des espaces verts.
Voilà pour cette édition. Dans un instant, le JT de l'économie avec Oumaï Masbila. Tout de suite.